Et nous voici donc de retour avec le dernier épisode de cette série, et oui, bon sang que le temps passe vite, on va pas se le cacher. Alors comme je le dis si souvent, des jeux de rôle, il y en a tout plein pour tous les goûts, de n'importe quel style, ou genre à tout va, enfin bref, il y a toujours moyen de trouver son plaisir. Mais au milieu de tout ce petit fatras comme ça, il y en a forcément un qui est un petit peu spécial. Celui qui vous a apporté quelque chose qui vous a été utile pour tout le reste de votre expérience holistique, ce qui a, en plus ou moins grande proportion bien sûr, changé votre vision de ce loisir. Sans plus attendre, on va aller poser la question à nos chers intervenants, mais avant cela, calmons-nous, pour une ultime fois, le générique. Le jeu qui a un peu été une transition pour moi, c'est Masque, une nouvelle génération, où on joue des super-héros mais ados, un peu en mode Teen Titan. Et donc c'est un jeu de super-héros, oui, mais surtout c'est un jeu sur des jeunes qui grandissent et qui se cherchent un petit peu, qui essaient de se construire une identité, etc. Et les mécanismes en fait reflètent beaucoup ça. Par exemple, les stats vont changer selon comment les personnages se perçoivent eux-mêmes. En vrai, il y a plein d'autres jeux qui mettent en avant le roleplay comme ça et qui te forcent un petit peu à penser à l'évolution de ton personnage. Mais moi, en tout cas, c'était la première fois que je jouais à un jeu narratif à fond, où en fait c'était genre pétri dans les mécanismes de jeu, alors qu'avant j'avais fait surtout du Donjons et Dragons ou des jeux en fait du même style. Ça a vraiment ouvert plein de possibilités et en fait je me suis un peu trouvée en tant que joueuse à ce moment-là. Et il y a aussi le côté timing en fait, parce que j'ai joué à ça en étant à un âge où je transitionnais vers l'âge adulte. Et il y a un truc un peu spécial qui se passe quand tu crées un personnage auquel tu vas vraiment t'identifier. Et après ça, c'était vraiment de la philosophie pour chaque personnage que j'ai créé. Mais du coup, ça a ouvert plein de possibilités et ça a complètement changé ma façon de penser et mes priorités en JDR. Il y a un jeu de rôle qui a changé ma vision du jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Plutôt Advanced Donjons et Dragons, première édition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, moi j'étais biberonné à Casus Belli, et dans Casus, je lisais depuis que j'étais petit, ouais, ADD, c'est les gros billes, c'est nul, porte-monstre, trésor, tout ça. Donc je m'en m'étais fait une assez fausse idée, malgré quelques univers intéressants que quand même n'étaient pas passés sous mon radar. Je pense à Dark Sun, à Planescape, mais bref. Et un jour, quand j'avais 15-16 ans, je crois, un copain m'invite à une partie de jeu de rôle avec son frère et ses amis qui sont plus âgés que nous. Et là, je découvre un meneur de jeu incroyable, MJ Finn. Et Finn nous fait découvrir... en plus, je dis ça, mais à cette époque-là, il était joueur avec moi. Mais même à la table, c'était pareil. Il nous faisait découvrir une façon de jouer à Advanced Dungeons and Dragons que j'avais jamais vu. 100% jeu, 100% roleplay, un truc de malade. Et c'est là que j'ai compris en fait que tout était présent dès le premier des jeux de rôle et qu'il fallait pas le snobber et qu'il avait plein de trucs assez incroyables aussi dans le jeu, dans sa manière d'être très asymétrique, etc. Et donc vraiment ADD première édition, ça a changé ma vision du jeu de rôle et depuis je suis beaucoup plus tolérant envers tous les jeux. Alors, il y a deux exemples, je dirais. Moi, j'étais pas du tout sur les jeux un peu mignons, rigolos, légers et autres. C'est pas trop mon truc à la base. Et je dirais que dernièrement, d'avoir pu jouer à des jeux comme Tiny, comme Donjons et Chatons, comme Route, ça m'a réconcilié avec ce style-là. J'en ferai pas des campagnes, je pense, mais je trouvais ça intéressant. Et sinon, je pense qu'un jeu vraiment avec lequel j'ai une approche très particulière, qui change ma vision du JDR quand j'y joue, c'est Ars Magica. Et je sais qu'on pourrait certainement faire le même parallèle avec des gens qui maîtrisent beaucoup Vampire, mais ce qui n'est pas mon cas. Et justement, c'est pour ça que j'ai une curiosité pour Vampire également. J'aime beaucoup dans Ars Magica ce côté de jouer sur du temps long, d'avoir un système qui permet de passer donc les saisons, les années et autres, qui est vraiment développé, qui fait que quand tu écris une intrigue, tu peux écrire une intrigue qui se passe sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, même plus que ça, et en voir des jalons importants, la voir se réaliser, avoir des PNJ qui évoluent. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'on a pas mal de jeux où on va faire une intrigue très complète, mais au final, on va jouer sur une temporalité assez restreinte et on va pas forcément voir et pouvoir exploiter ce potentiel intégralement. Et du coup, un jeu comme ça qui permet mécaniquement et logiquement d'avoir cette avancée dans le temps, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça ouvre quand même des portes assez importantes. Ah, je vais me répéter, hein, mais des profondis, c'est vraiment, j'avais des pulsions à vouloir quitter le côté jeu de société mathématico-ludique du jeu de rôle. Et des profondis, c'est le truc qui m'a dit ouais, t'es pas le seul. Voilà, c'est oui, voilà, t'es pas le seul à penser qu'il y a autre chose qu'un côté
jeu de société slash compte. Enfin voilà, c'est une approche du jeu de rôle vraiment qui est minoritaire, qui est pas. Enfin, toi, c'est un truc, ça va 15 milliards de fois plus loin que une narrativiste, hein, mais c'est vraiment très très bon. Donc voilà, le jeu de rôle qui a changé ma vision du jeu de rôle, des profondis. J'en parle tous les ans 10 fois. Enfin, c'est une tuerie. Et puis voilà, sinon il y en a plein hein, qui sont excellents, que je pourrais dire qui ont changé ma vision du jeu, qui ont apporté des petites briques, mais celui qui a vraiment changé radicalement, c'est des profondis. Ma vision du jeu de rôle, elle a forcément pas mal évolué, ça fait 20 ans que je joue. Entre les changements d'univers, les découvertes de systèmes, les rencontres aussi de joueurs et de joueuses, ça m'a apporté plein de choses. Et je pense qu'il y a un jeu qui a marqué une vraie rupture dans ma vision du jeu de rôle, et ce jeu, je pense que c'est Monster Hearts. En ouvrant le livre, j'ai vraiment découvert un jeu qui nous dit que l'histoire, le scénario, c'est pas forcément des éléments importants, et que le sel, il peut vraiment venir des émotions et des interactions qu'on fait naître autour de la table. À la base, c'était vraiment l'univers monstre adolescent qui m'avait attiré. Ça me rappelait un peu les séries que je regardais quand j'étais ado. Et au fil de la lecture, j'ai vraiment découvert une proposition que j'avais encore jamais vue en jeu de rôle. Du coup, je suis tout de suite devenu fan. Pour autant, c'est pas un jeu que je conseillerais à tout le monde. Moi, je le réserve vraiment à des tables adaptées. Déjà, pour la sécurité émotionnelle, faut savoir avec qui on joue. D'ailleurs, Monster Hearts insiste beaucoup sur ça. Les premières pages du bouquin donnent beaucoup de conseils pour les MJ pour s'assurer de la sécurité émotionnelle des joueurs et joueuses, forcément parce qu'on joue des thématiques qui sont très fortes. Et j'ai aussi besoin d'une table où je suis sûr que les joueurs et joueuses ils vont être capables de mettre de la distance entre eux et les personnages qu'ils vont incarner. Forcément, dans les thématiques de Monster Hearts, on a de la sexualité, parfois de la violence, parfois de la drogue, de l'alcool, des comportements qui peuvent être un peu toxiques entre les personnages joueurs. Ça fait même partie de la mécanique. Donc ça peut être génial. Moi, je trouve que ça amène des émotions super fortes. On creuse dans des thèmes qui sont super puissants, mais ça demande vraiment d'avoir une table où tout le monde est OK pour se lancer sur ça. OK, évidemment, après une session 0. Là, dans Monster Hearts, c'est encore plus indispensable que dans d'autres jeux. OK pour aborder ces thèmes-là, pour éventuellement travailler sur la séduction entre PJ, travailler un peu sur des conflits. Si on a réussi à réunir la bonne table, si on a mis en place les garde-fous nécessaires, Monster Hearts, c'est vraiment une petite perle et c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans ma vision du jeu de rôle. Pas simple, parce que dans plein de jeux de rôle, il y a des trucs super intéressants que j'ai récupérés et qui font évoluer ma pratique et ma manière de voir le jeu de rôle. Tiens, dans ICRPG par exemple, mon arc à flèche il tire à 21, 22 mètres, je sais plus là, bah écoute, ton meeple il est là, le meeple il est là sur le plan, attends je prends une banane, vous êtes à distance de banane, c'est courte portée, allez, boum, lance les dés. Bah ouais, en fait oui, on n'a pas besoin de plus quoi, on n'a pas besoin de savoir si ton arc il tire à 21, 22 mètres, on s'en fiche quoi. Le personnage, l'adversaire est de l'autre côté de la butte, c'est longue distance, voilà. Bon, des fois la simplification a du bon quoi, et puis ça raconte tout autant. Dans Brigandine par exemple, bah oui, un combat, un jet de dés, c'est pas un coup porté. Dans nombre de jeux de rôle, on appréhende un jet de dés comme un coup porté. Non, un jet de dés, ça peut être une passe d'armes, et ça doit d'ailleurs être une passe d'armes finalement, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter dans une passe d'armes que dans un simple coup porté, et un jet de dés peut raconter plus de choses qu'une simple action, véritablement. Donc tout ça, c'est les petites choses qu'on vient picorer à droite dans des jeux de rôle et on se dit bah ouais finalement c'est vachement plus intelligent, vachement plus intéressant d'utiliser ces règles-là. Le dé d'usure pareil qu'on retrouve dans nombre de jeux de rôle, dans Fléau, dans notamment Black Sword Hack que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, tout ça, ce sont des mécaniques qui nourrissent, donc il n'y a pas vraiment à proprement parler un jeu de rôle qui a influencé ma pratique, mais c'est plutôt des trucs piochés à droite à gauche. Je répète, ça sera la légende des 5 anneaux. C'est sûrement beaucoup grâce au MJ, j'imagine, mais j'ai vraiment adoré la façon dont chaque position à table de tes mains, la façon dont tu as posé tes baguettes, chaque mot que tu dis a une importance qui est vitale dans le jeu, vitale vraiment, fait que du coup, bah, tout a de l'importance. Le moindre geste a de l'importance, la moindre sensation, la moindre brise a de l'importance, et du coup, tu reconsidères les choses. C'est poétique aussi. J'ai pas joué, mais quand tu en parles, c'est très poétique. Ça peut l'être ou pas du tout. Mais ouais. Moi, c'était poétique dans le sens où bah, je jouais à un personnage qui écrivait de la poésie, littéralement, mais pas forcément. Et de mon côté, bah, c'est Cthulhu parce que c'est dans ce jeu-là que j'ai ressenti les émotions les plus intense, je dirais, notamment la peur. J'ai ressenti vraiment de la peur dans du Cthulhu. Et c'est là que je me suis dit,
ah, c'est aussi puissant que ça, le jeu de rôle. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer et d'aller toujours plus loin et de vivre aussi d'autres émotions. C'est là que j'ai commencé à me questionner sur les émotions en jeu de rôle en me disant, mais en fait, c'est encore mieux que les films, c'est encore mieux que le jeu vidéo. Ouais, si, je le dis. En termes d'émotion, si. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, étant donné que moi j'ai beaucoup de problèmes pour lire, pour me concentrer et donc pour préparer des jeux de rôle. Alors avant je mangeais du Donjons et Dragons parce que voilà, j'ai découvert aussi le jeu de rôle grâce à Donjons et Dragons. Donc forcément c'était là où il y avait le plus de contenu et j'avais les bouquins. Donc forcément je me retrouvais à devoir lire des gros pavés. Et il y a un moment où grâce à l'artiste Simon Stalenhag, j'ai découvert Tales from the Loop et je me suis vraiment... je suis tombé un petit peu amoureux de ce jeu de rôle et c'est surtout que ça a changé ma conception du jeu de rôle parce que Tales from the Loop, bon, au-delà des règles, les scénarios sont très très courts. C'est-à-dire que lire un scénario, en tout cas une bribe de scénario, un one-shot on va dire, c'est 3-4 pages. Et forcément, dans mon cas, ça a grandement aidé à ma préparation parce que justement, grâce à Tales from the Loop, j'étais plus obligé de lire un énorme bouquin pour préparer un jeu de rôle. Je lisais 3-4 pages et c'était parti. Et forcément, ça a changé ma vision des choses, sachant qu'avant ça, j'en venais à écrire mes propres scénarios et uniquement mes scénarios. Comme ça, je n'avais pas besoin de préparer. C'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir un travail d'écriture qu'un travail de lecture. Mais Tales from the Loop m'a vraiment fait changer de ma vision, étant donné que maintenant je prépare beaucoup plus facilement ce jeu de rôle et que c'est un petit peu mon chouchou aujourd'hui. Alors un jeu de rôle qui m'a fait ouvrir les yeux récemment sur ce que peut apporter le jeu de rôle et un outil que peut représenter le jeu de rôle, c'est la Death Panda 1937. C'est un jeu qui a été créé par un Espagnol qui s'appelle Pablo Lopez, qui propose aux joueuses et joueurs de se plonger dans un épisode bien particulier de la guerre civile espagnole. Alors c'est un jeu qui en soi, dans son système de jeu, n'a rien de très original, ça utilise le système Cthulhu Dark, il est très très simple. Le PDF ne fait que quelques pages, il est assez facile à prendre en main. Là où ça m'a vraiment surpris en fait, c'est la raison pour laquelle le jeu a été créé. Et la raison pour laquelle le jeu aujourd'hui est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez taper la Death Panda 1937, vous allez directement tomber sur le PDF que vous pouvez télécharger, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, vous pouvez directement commencer. Pablo Lopez a créé ce jeu pour faire connaître un épisode historique pendant la guerre civile espagnole qui est relativement peu connu, déjà qui est peu connu par les Espagnols, mais en plus qui est peu connu à l'international. Étant donné que la guerre civile espagnole a un cas assez particulier où c'est Franco qui a gagné, c'est Franco qui est resté au pouvoir ensuite jusque dans les années 70, ça fait que tout ce que ces troupes ont fait pendant la guerre civile espagnole a mis très longtemps avant de rentrer dans les livres d'histoire. Et à travers ce jeu de rôle, Pablo Lopez a essayé justement de faire connaître cet événement historique tragique qui est au final un massacre de civils en fait, en essayant de mettre les personnes qui jouent dans la peau de protagonistes à l'intérieur de cet événement. C'est un jeu qui forcément va nous faire vivre une expérience assez sombre, mais qui en plus nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur cet événement historique. Et c'est un jeu qui est éducatif, qui a une très belle vocation, celle de pas oublier. Et il m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur ce potentiel-là que j'avais pas soupçonné du jeu de rôle. Pour moi, ce serait Aventure. Je reparle de Aventure parce que c'est le jeu de rôle qui m'a remis sur les rails du jeu de rôle, tout simplement. Parce que, période collège-lycée, j'ai complètement décroché du jeu de rôle parce que je voulais faire exactement comme les copains et jouer au Wargame, donc à Warhammer, donc ma petite armée de hauts elfes à 3500 points, je crois. Voilà, donc je faisais plus que ça, j'allais tataner les armées de mes potes. Et puis au final, j'ai lâché ça aussi petit à petit, tout simplement avec les études, les aléas de la vie, on a d'autres projets, d'autres envies, et du coup, je me suis retrouvé 15 ans après, avant un gros partiel d'anthropologie, je crois, histoire de la musique, un des deux, bonne séance de 6 heures. Avant ça, je me suis dit, libérons notre cerveau et allons sur la chaîne du joueur du grenier. Et là, je suis tombé sur Aventure. Et ça a été
une sorte de révélation, parce que du coup, moi qui m'étais détaché du jeu de rôle parce que il y avait moins de règles dans le wargame, et là j'ai découvert un jeu de rôle qui avait pas beaucoup de règles, qui était clair, limpide, vraiment avenant du coup, avec toutes ces vidéos là, ces saisons, Maillard qui est incroyable en maître de jeu, le joueur du grenier Seb, Bob Lennon, enfin vraiment incroyable aussi en tant que joueur, hein. Ça m'a donné d'y retourner. Et du coup je pense que si j'avais pas regardé cette chaîne-là à ce moment-là, je fabriquerais certainement pas mes petits décors à l'heure actuelle. Genre, je serais pas maître de jeu, ni game master, je pense, dans ma vie professionnelle, dans un escape game. Ouais, je pense que ça m'a vraiment redirigé côté divertissement, à fond. Voilà. Donc, ça a eu plein d'effets sur moi ce jour-là. Eh bien, je vous laisse réfléchir à cette question après tout ce que je viens de dire. En tout cas, merci au scénarurgien de m'avoir accordé cette petite bribe, cette petite interview trop choupinou. Désolée encore pour mon canidé lupoïde qui gueule. Mais voilà. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram /TheRealCax et sur ma chaîne YouTube La Lance Brisée. Merci à tous. Alors moi, je suis désolé, mais je vais encore citer, encore une fois, Monster of the Week. Je sais pas combien de fois je l'ai cité dans cette série, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. Mais plus précisément parce qu'il a réussi à poser des mots sur des concepts ou des habitudes que j'essayais de prendre en tant que maître du jeu, sans pour autant trop y arriver, mais en même temps en y arrivant un petit peu. Vous savez, ce genre de flou où tant que t'arrives pas à verbaliser quelque chose, tu sais pas trop si tu l'appliques ou pas. Bon, pour vous expliquer vite fait, en fait, dans le livre Monster of the Week, il y a toute une partie qui est dédiée au maître du jeu, pour l'aider à comprendre comment créer un mystère, gérer les dés, l'aléatoire, tout ça, raconter l'histoire, en gros, mener la partie en somme. Mais ce qui est bien et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est fait avec une approche qui est très détendue et qui se veut globalement rassurante pour le maître du jeu, surtout pour les maîtres du jeu débutants. En plus de laisser comme ça des petites phrases de conseils comme ça qui sont très bénéfiques, du style vos joueurs doivent être vos héros en tant que MJ, c'est-à-dire qu'ils doivent être les gars les plus cool autour desquels l'histoire avance. Et c'est bête à dire ce genre de truc, hein, mais si on te le dit pas, ou du moins si c'est pas marqué quelque part en guise de mémo, soit tu y penses à moitié dans ta tête sans vraiment arriver à le conceptualiser ou à le verbaliser, soit malheureusement tu y penses carrément pas. Et de mon côté, avant Monster of the Week, je pensais un petit peu de manière rigide que le rôle du MJ c'était tout préparé à l'avance, l'histoire, les combats, les rebondissements, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que ce jeu m'a appris en quelque sorte à lâcher prise. Et en tant que MJ ou gardien comme ils le disent, tu n'écris pas une intrigue linéaire, tu poses juste des menaces avec des forces et des faiblesses, quelques PNJ, 2-3 indices, un compteur de temps sous la forme d'un cadran, et puis tu laisses les joueurs là-dedans à interagir comme ils le veulent. Et toi, en tant que MJ, tu suis le chaos sans non plus trop te soucier d'être giga cohérent. Le but, c'est que ça soit amusant et fun, et que ce soit dynamique. Et ça, mine de rien, comme réflexion, c'est vachement libérateur, car j'ai compris que mon job en tant que maître du jeu, c'était pas de contrôler l'histoire, mais de rebondir sur ce que font les joueurs, d'être avant tout fan de leur personnage et de faire en sorte que ça bouge tout le temps. Depuis, même dans d'autres systèmes ou dans d'autres univers de jeu, j'essaye d'appliquer toujours justement ces mêmes principes. Alors attention, je dis pas que je fais exactement la même chose pour des univers ou des setups dans lesquels ça serait pas forcément méga adapté, parce que Monster of the Week, ça reste du pulp en quelque sorte. Bien sûr que non, vous vous doutez bien, mais maintenant que c'est clair dans mon esprit parce que ça a été posé, validé, conceptualisé, verbalisé, je garde ces quelques mantras de MJ, si on peut dire comme ça, dans un coin de ma tête, et ça me sert de mémo en quelque sorte, histoire de garder mes parties les plus cool possibles et les plus fun, et ce, peu importe les ambiances. Car ne l'oublions pas, c'est pour ça avant tout que les joueurs viennent à la table, pour passer un bon moment. Donc autant garder cette ligne directrice en tant que MJ, et c'est toujours bien d'avoir quelques piqûres de rappel. Donc merci Monster of the Week pour avoir fait ça. Et voilà qui conclut donc cet ultime épisode du JDR Key. Merci encore et toujours mille et une fois aux intervenants d'avoir participé à cette édition. Ça fait toujours autant plaisir d'avoir de nouveaux invités du monde du JDR sur ma chaîne, et Dieu sait qu'il y en a, donc c'est vraiment doublement cool. Et merci à vous aussi, mes chers regardeurs, pour avoir porté cette émission avec vos vues et vos commentaires. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et je pense qu'on en fera peut-être une 3e édition à peu près vers la fin de l'année. Je ne sais même pas peut-être, d'ailleurs c'est sûr et certain. Avec de nouveaux intervenants bien sûr, et de nouvelles questions. Bon, même si je vais voir pour éviter de faire trop de redites avec celles abordées dans les épisodes précédents, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Peut-être que je ferai une saison 2 du JDR avec des anecdotes.
Je vous avoue, je sais pas encore, mais bon, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, rassurez-vous, hein, c'est que j'aime beaucoup trop ce format à titre personnel pour le laisser de côté dans le futur de la chaîne. Donc, il est là pour rester. Et il sera peut-être transformé à la longue, tout ça, mais bon, il reste, ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va passer une très très bonne semaine, allez donner de la force à nos chers intervenants sur leur chaîne respective, et moi, pour ma part, ça sera tout pour moi, et la rengaine, vous la connaissez si bien, Pardi, bah oui, mais je vous la répète, allez-y, c'est parti. Je vous dis bien évidemment, dans une prochaine vidéo, c'était le scénarien, ciao, bonsoir, les studios.